Nana dem san blow. Nah. Ita da kala ya da sun. Mama? An shi fara. Allez, allez. Garderie nocturne de Moumouni Sanou, prix FESPACO 2020, Festival panafricain de Ouagadougou, pour faire court. Wati, vous avez grandi au Burkina, et qu'on puisse un peu contextualiser avec l'évolution du Burkina, d'abord sur l'angle politique et ses conséquences, notamment sur le commerce informel ou des métiers informels tels que la prostitution qu'on vient de voir ce soir. Il faut noter que le Burkina a connu plusieurs crises à répétition. Et bon, comme les gens n'arrivent plus à pratiquer l'agriculture, il n'y a pas à manger, je me dis que tout, on est en train de repartir un peu en arrière encore, en arrière. Il y a beaucoup de banditisme, la délinquance qui s'annonce énormément dans la ville. La prostitution aussi, elle se développe encore plus au sein de Ouagadougou parce que les gens pensent, entre guillemets, que c'est à Ouagadougou que les gens ont l'argent. Pourtant, c'est faux. On peut dire que les entrepreneurs, les commerçants, presque tout le monde a beaucoup de soucis actuellement parce que c'est quand tu travailles que tu arrives à acheter. Si tu ne travailles pas, personne n'arrive à acheter, donc c'est un peu compliqué. Les écoles sont fermées, les maîtres et maîtresses n'ont pas de boulot, ils sont tous centrés sur Ouagadougou, alors qu'à Ouagadougou, ils sont beaucoup plus dans les écoles privées qui coûtent cher et tout le monde n'arrive pas à se permettre cela. Maintenant qu'on sait à peu près où on est situé, je voulais donner la parole à Bintou sur la définition du travail émotionnel et du cœur, parce que ce film est quand même centré sur un grand travail émotionnel donné par des femmes plus âgées à des femmes plus jeunes dans plusieurs contextes que vous expliquerez, j'en suis sûre, qui est aussi votre sujet de thèse. Alors, le film est incroyable parce que Monsieur Sanou a essayé de montrer quand même un angle mort, que ce soit en politique ou en sociologie, ce fait-là, que ce soit des travailleuses de sexe qui travaillent la nuit, mais qui arrivent quand même à trouver une alternative pour garder leurs enfants. Alors, c'est fait par une personne certes âgée, mais au niveau des hiérarchies sociales, Watim corrigera, mais en Afrique de l'Ouest, les personnes âgées représentent un poids assez conséquent dans la société. Donc, c'est qui la légitimise pour faire ce travail-là, c'est qui lui donne aussi plein de prérogatives en même temps, parce que dans le film, on le spécifie pas bien, mais à un moment donné, elle dit, je suis tellement âgée que je ne peux plus prendre soin des enfants plus âgés, je prends juste soin des bébés parce que je n'ai plus la force de m'occuper des enfants un peu plus âgés. Donc, je pense qu'il y a aussi toute une connotation familiale, tout un arsenal familial qui l'accompagne dans cette tâche-là. Elle parle à un moment de sa belle-fille et tout ça. Déjà, c'est pour pallier aussi à l'insuffisance souvent d'institutions de garderie d'enfants que ces alternatives, ces mécanismes se mettent en place. Donc le film pour moi c'est une aubaine parce que ça permet aux gens de comprendre que dans certaines communautés être âgé aussi c'est avoir une place plus grande que les femmes entre guillemets dans la hiérarchie sociale et ça donne aussi beaucoup de prérogatives. Puisqu'on a maintenant posé le cadre, en fait, je voulais demander à Wati qui sont ces femmes. Et quand je demande qui sont ces femmes, je parle autant des travailleuses du sexe que les femmes qui s'occupent de leurs enfants, notamment sur l'aspect peut-être migration régionale, migration campagne, ville. Bon, il faut noter qu'à Ouaga, on a l'arrivée de nombreuses filles venant du Togo, du Bénin, du Ghana et un peu aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que on s'est dit qu'au Burkina, au départ, les filles elles se donnaient pas trop au niveau de ces métiers parce que elles étaient carrément beaucoup jugées et elles avaient tellement honte qu'elles n'arrivaient pas à se donner.
Et l'arrivée des filles de certains pays de la sous-région ça a enflammé beaucoup ce fléau parce que vu la situation sécuritaire et tout, on a de nombreuses filles qui arrivent des autres villes et elles se donnent à ça, elles se laissent influencer facilement à ce métier. Et il y avait une même qui habitait juste derrière chez moi. Elle habitait avec une vieille dame qui gardait effectivement sa fille. Chaque soir, elle sortait, elle allait, mais elle n'arrivait pas à dire officiellement ce qu'elle faisait. Et un jour, je lui ai approché, elle m'a dit que elle est arrivée de Lomé, mais elle cherchait du boulot, mais elle a vu que en tant que servante, on lui payait 7500 francs, équivaut à 15 euros par mois. Et ça lui permettait pas de vivre. Alors que par soir, quand elle sortait, elle pouvait se retrouver avec 30 000, disons 50 euros. Et par mois, ça lui faisait vraiment de l'argent. Elle pouvait envoyer à ses parents au Togo et vivre ici et soigner sa fille. Et moi, je lui ai dit, moi, ma maman, elle est dans la restauration. Je peux lui demander, est-ce que souvent, quand tu as des marchés, elle peut venir? Elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle est venue effectivement, elle a travaillé, elle a commencé à apprendre. Et elle avait même des talents. Elle savait cuisiner. Elle, après, elle est rentrée chez elle au Bénin. Et elle a ouvert un petit restaurant, elle se battait et souvent on s'écrit sur Messenger, elle m'a dit que ça va. Aujourd'hui, elle a son restaurant par jour, elle arrive à gagner de l'argent et maintenant elle se débrouille bien. Mais je pense que la question de la migration est un peu plus large également, à plusieurs niveaux du moins, comme vous l'expliquez, campagne-ville, pays régionaux vers le Burkina. Mais également, si je ne m'abuse, cette année, c'est encore l'année de la plus grande vague migratoire humaine qui est celle de femmes du Sud global, de pays du Sud global qui se déplacent vers le Nord pour en majorité exercer des métiers de soins. Et c'est pour ça donc, Bintou, que je voulais vous demander pourquoi est-ce que la prostitution est une institution qui a sa place dans l'économie globale néolibérale actuelle? La première piste de réflexion que j'aurais, ce serait que il faudrait peut-être recontextualiser la migration. Enfin, c'est une longue histoire. En sociologie, c'est difficile pour le moment de donner une connotation du travail du care au travail de sexe. Donc, même au sein du féminisme, il y a beaucoup de divergences. Les féministes matérialistes sont un peu plus... elles trouvent que le travail du sexe, c'est aussi une sorte de réappropriation de la femme par les hommes. Donc, ça ne doit pas être légalisé au Burkina Faso. Je pense que c'est légal. C'est légalisé par la loi, mais en même temps, il y a des conditions d'exercice. Au-delà de ça, c'est aussi, comme on l'a vu dans le film, je pense que ça, c'est un fait qui est assez important à relater quand même. Les travailleuses de sexe, elles parlent en français. Donc, elles ont peut-être été scolarisées, je dirais, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas, mais elles ont un niveau académique qui leur permet de s'exprimer en français. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés. Je pense qu'on peut donner des questions pour le public. Je me posais comme question, est-ce qu'il y a de la polygamie au Burkina Faso? Parce que là, on voit pas d'autres épouses. Enfin, chez la nounou, il n'y a pas d'autres épouses. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de mari non plus. Il y a une belle fille, mais il n'y a pas de mari. Voilà, je me suis posé ces questions-là en voyant, parce que dans la polygamie, elle permet aussi de garder les enfants, à se répartir. Enfin voilà. Il y a la polygamie au Burkina, mais elle n'est pas encore légalisée. De toutes les façons, ils n'ont pas besoin de légaliser parce que c'est quelque chose qui existe il y a longtemps. Souvent, il y a des hommes qui sont mariés, mais ils ont d'autres femmes dans d'autres cours, mais c'est pas marié, ils se sont pas mariés légalement. Mais les enfants de la première se permettent d'aller dormir chez la deuxième femme, les enfants de la deuxième femme aussi. De toutes les façons, dans les grandes cours, la plupart des enfants, ils sont toujours avec la première dame, la première femme, parce que c'est la plus âgée et ils se disent que le monsieur, il peut faire rester avec la deuxième femme et les enfants sont avec la première parce qu'elle, elle est encore plus vieille. La question porte sur en tant qu'élite
Qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à ça? Pour arrêter cette hémorragie, parce que ça fait mal. En tout cas, moi, j'étais très touché. Honnêtement, j'ai eu des larmes aux yeux. Ouais, parce que voir les enfants dans cet état-là, c'est une réalité, oui. On accepte, mais c'est dur. Et vous qui faites partie de l'élite africaine. Déjà, ces femmes-là, ces filles, quelque part, elles n'ont pas peut-être d'autres options. Le film ne retrace pas de façon succincte leur trajectoire de vie. Elles partent de quel point pour en arriver là? Le film n'en parle pas. Le film parle de difficultés de ce métier de travailleuse de sexe. Donc, je pense qu'il faut recontextualiser, voir elles partent de quelle famille est-ce qu'elles viennent? Est-ce que elles sont orphelines? Est-ce que, je sais pas, elles viennent du Togo? Du Bénin? D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que je sais pas, elles ont fui, il y a un conflit? Est-ce que il faut vraiment partir de ça pour pouvoir définir, se permettre surtout, je pense que c'est surtout ça, parce qu'on parle de vies humaines précarisées, vulnérabilisées, mais par notre faute à nous tous. Je pense pas que ce soit forcément un choix pour ces filles-là, une fois de plus, de faire ce travail. Tout comme ce n'est peut-être pas aussi le choix de Mama Koda d'être cette alternative-là de garde d'enfants, de personnes travailleuses de sexe. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Je ne pense pas que nous soyons l'élite. L'élite, c'est ceux qui gouvernent actuellement. Et comme l'a dit Wati, c'est très très difficile de se prononcer politiquement parlant, de se positionner, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous faites référence à des stratégies de plaidoyer pour mettre fin au travail de sexe parce que c'est des situations d'extrême vulnérabilité, c'est possible d'envisager, mais il faudrait aussi avoir des options, des propositions à faire à ces travailleuses de sexe-là. Donc, on dit à une personne, une femme qui a un enfant, ou peut-être deux, arrête de faire ce travail-là, mais qu'est-ce qu'on lui propose en retour? Ce n'est pas juste un discours, un beau discours qu'on va faire, qui va permettre à cette personne-là d'arrêter. Sa survie en dépend. Ce travail-là, ce métier-là, entre guillemets, de soins, elle le fait pour survivre. Vous avez vu, elles ont dit que c'est très très compliqué d'avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger. Pour la petite histoire, elles habitent tous ensemble dans une chambre, elles toutes et leurs enfants. Je ne pense pas que ce soit un choix en soi. Et je suis complètement d'accord avec vous pour dire que la situation est très très alarmante. Il faudrait initier des choses, il faudrait dégager des dynamiques. Mais ces dynamiques-là doivent être des propositions concrètes qui aussi, en échange de ce travail-là qu'elles mènent pour leur survie, vont les permettre de vivre, pas de survivre, mais de vivre.